Oui, bonsoir, excusez-moi, mais malheureusement, je suis obligée de partir assez rapidement, donc vous m'excusez d'avance, mais dès que j'aurai fini, je vous quitterai. Alors, effectivement, la question de la violence en Amérique latine à l'encontre des femmes est quelque chose de très très important. Et si d'après ONU Femmes, 7 femmes sur 10 dans leur vie vont subir des violences physiques ou sexuelles, ce problème est particulièrement large en Amérique latine. Il est important de par son ampleur, il est aussi important par la gravité des actes qui sont commis. Et quand on parle de féminicide aujourd'hui, c'est un terme qui est né particulièrement au Mexique suite justement dans les années 2000 aux femmes disparues, retrouvées par la suite violées, mutilées et assassinées à Ciudad Juárez. Et donc on voit bien cette dimension qui n'est pas simplement, si je puis m'exprimer ainsi, de violer les femmes, c'est pas qu'une question justement de possession, mais il y a vraiment derrière une notion de destruction de la femme dans tout ce qu'elle a et dans les formes même de mutilation qu'on lui fait subir. Derrière, il y a aussi l'absence totale de réaction des États, avec une impunité qui est quasi systématique. Et c'est ce qui amène à penser même à une sorte de violence institutionnelle dans la façon qu'on a de laisser ces femmes justement sans défense, sans protection, en toute impunité, d'où cette dimension politique qui a été introduite dans la notion de féminicide. Il faut savoir que, effectivement, c'est très difficile d'avoir des chiffres, mais d'après une association qui est Small Arms Survey, qui travaille sur les statistiques de violence dans le monde, en 2015, sur les 25 premiers pays les plus dangereux pour les femmes en termes de violences sexuelles, en termes de crimes, il y en avait 14 d'Amérique latine et des Caraïbes. C'est pour dire justement l'intensité. Au-delà de ces violences que l'on va retrouver, il y a effectivement la violence d'État, une violence beaucoup plus institutionnelle. Et pour Amnesty International, le premier élément justement extrêmement révélateur par rapport à cette violence, c'est la question des droits sexuels et reproductifs. Comme vous l'avez dit, il y a l'Amérique latine, il faut savoir que 97% des femmes en Amérique latine vivent dans des pays où l'accès à l'avortement est quasiment impossible. C'est la région où il y a le plus de pays, 7 exactement, où l'avortement est interdit même lorsque la vie de la mère est menacée. C'est-à-dire qu'on va la laisser mourir, mais on ne lui permettra pas d'avorter. Il y a un cas tout à fait emblématique, c'est celui d'une jeune femme en République dominicaine, puisque la République dominicaine, ces États sont la République dominicaine, le Suriname, le Chili, le Nicaragua, le Honduras et le Salvador. En République dominicaine, une jeune femme était atteinte de leucémie, elle était enceinte. Or, pour pouvoir suivre son traitement, il fallait qu'on la fasse avorter, parce que sinon, de toute façon, ça allait entraîner des malformations fatales pour le fœtus. On ne lui a pas permis. Ce n'est que quand son fœtus a été déclaré mort et qu'elle a fait une fausse couche naturelle, qu'elle a pu suivre son traitement contre la leucémie, sauf que c'était trop tard et elle en est morte. Et cela illustre parfaitement la situation. Dans des pays comme le Paraguay, où la plupart des jeunes femmes qui se retrouvent enceintes sont mineures, parfois elles ont 10, 9 ans suite à des viols, on ne leur permet pas d'avorter, d'accord, et on va les forcés à aller jusqu'à l'accouchement et par césarienne. En Uruguay, où l'avortement est autorisé, eh bien, les médecins, eux, peuvent objecter pour clause de conscience et les femmes ne trouvent pratiquement pas où avorter. Ce qui fait que ce soit totalement interdit ou que ce soit autorisé, dans les faits, c'est extrêmement difficile pour les femmes et elles sont des centaines de milliers chaque année à procéder à des avortements, ce qu'on appelle dans des situations qui ne sont pas sécurisées, et à être hospitalisées pour des conséquences, voire des milliers meurent. Et cette violence
qui pour nous est une violence institutionnalisée, pour la simple raison, c'est que l'État s'oppose même à préserver la vie des femmes, avec derrière les églises, qu'elles soient chrétiennes, catholiques ou évangélistes, au motif qu'il faut préserver la vie juste depuis la conception, mais derrière c'est surtout le pouvoir qui est exercé sur les femmes qui leur empêche elles-mêmes de décider quand, si et déjà elles veulent avoir des enfants, quand, combien et avec qui, d'autant que très souvent ces grossesses font suite à des viols. Mais malgré cela, malgré cette violence que subissent les femmes, ce que l'on voit, eh bien, c'est un engagement très très fort des femmes dans la société civile. On l'a vu avec les mères de la place de Mai qui recherchaient leurs disparus. Des mouvements de cette nature continuent aujourd'hui, hein, même si ce n'est plus pour les mêmes types de disparitions, mais quand on est au Mexique, au Honduras, le Salvador et le Nicaragua aujourd'hui sont considérés comme la zone en général, non seulement pour les femmes, mais comme la zone la plus dangereuse. Le Salvador est le pays au monde où il y a le plus d'assassinats, même c'est supérieur à ce qu'on peut avoir dans les zones de conflit. Eh bien, les mères, que ce soit au Mexique, en Amérique centrale, se sont recréées des organisations pour rechercher leurs enfants, qu'ils aient été migrants pour fuir justement les gangs, puisque l'Amérique centrale, pour certains pays, comme je le disais, c'est pratiquement des zones de conflit, ou que ce soit parce que ce sont notamment des jeunes femmes qui sont enlevées, parce qu'il y a le narcotrafic, parce qu'il y a l'armée, il y a la police, quelles que soient les raisons des disparitions, eh bien, il y en a des dizaines de milliers, et les femmes s'organisent en ce sens. Elles s'organisent, on l'a vu aussi, contre les violences qu'elles subissent, hein, avec des mouvements comme Ni Una Menos, et qu'on retrouve, il y a eu le mouvement aussi qui perdure de Nuestras Hijas de Regreso a Casa à Ciudad Juárez et dans l'état du Chihuahua, et de nombreux mouvements de femmes qui aujourd'hui militent pour la sécurité des femmes, mais aussi pour leurs droits sexuels et reproductifs, puisque c'est vraiment la première, je dirais, le premier droit qui leur permet de reprendre le contrôle sur elles-mêmes et sur leur corps. Mais il n'y a pas que ces mouvements. Elles sont aussi extrêmement présentes, notamment dans tout ce qui concerne les luttes syndicales. On a le cas de Milagrosa là, en Argentine, mais tout ce qui est défenseur de l'environnement, de la protection des terres, que ce soit aussi de la protection des minorités, notamment afro-américaines, autochtones, etc., notamment on peut le voir par exemple en Colombie ou dans différents pays andins. Et à chaque fois, ces femmes se retrouvent d'abord à la tête des luttes. Elles sont extrêmement engagées malgré les menaces, malgré le harcèlement dont elles sont victimes. Et ce que l'on constate, c'est que ces menaces, ce harcèlement, il est le fait de deux composantes. La première, c'est évidemment, comme tous les défenseurs des droits humains dans les Amériques, juste là aussi pour se positionner par rapport à d'autres régions, l'Amérique latine est la région du monde où il y a le plus de défenseurs de l'environnement assassinés aujourd'hui. On entend par défenseurs de l'environnement ceux qui luttent notamment, entre autres, contre les projets miniers, les projets d'extraction de ressources naturelles, contre les méga-projets ou contre des projets qui vont polluer intensément. Et donc, déjà, les défenseurs sont extrêmement menacés. Les journalistes au Mexique, il faut savoir que depuis 2010, 103 journalistes ont déjà, malheureusement, quand je dis déjà, été assassinés, et on ne compte pas les centaines et les centaines d'agressions, de harcèlement, de menaces que ces personnes reçoivent. Mais en plus, les femmes, elles, le sont pour une deuxième composante, parce qu'elles sont femmes. Et elles sont femmes et on leur reproche, on ne leur permet pas d'accéder à l'espace public, et ça rejoint ce que vous disiez par rapport à Milagrosa. C'est-à-dire qu'elles sont défenseurs, elles sont menacées pour cela, et parce qu'elles sont femmes et elles osent elles s'exprimer, aller dans l'espace public, elles vont être doublement menacées et vont être victimes de violences, notamment de violences sexuelles. Et là aussi, on va retrouver ces mutilations, ces contextes de crimes qui sont particulièrement terribles. Alors, elles sont ultra courageuses, c'est vrai.
tout à l'heure, tu parlais de Berta Cáceres. Berta Cáceres était une leader indigène au Honduras qui a été assassinée le 6 mars de l'année dernière. Elle se battait pour défendre une rivière qui passait sur les terres où se retrouvait une ethnie autochtone et qui était menacée par une compagnie minière et un méga projet qui allait polluer cette rivière. Et ils sont venus, après avoir, elle, avoir reçu une trentaine de menaces de mort, et alors qu'on ne lui avait jamais apporté de protection, elle a été assassinée chez elle de plusieurs tirs de balles. Et elle avait un de ses amis, un Mexicain qui était là, qui lui a fait le mort, il a été blessé. Et c'est le seul témoin de cette attaque. On ne le laisse pas quitter le pays. Et si certaines personnes ont été arrêtées, on sait très bien que les commanditaires voilà, ne le seront probablement jamais, d'autant que le dossier de l'instruction a été dérobé dans le véhicule d'une magistrate et donc il n'y a plus aucun élément. Et cette notion de l'impunité, eh bien, elle est tout à fait significative. C'est la même que l'on va retrouver dans les assassinats. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a une journaliste très célèbre qui a été assassinée au mois de mars au Mexique. C'était une journaliste qui dénonçait les questions de corruption et en l'occurrence, elle était là encore sur des projets de terrain, d'expulsion de paysans elle a été assassinée devant chez elle dans son véhicule alors qu'elle attendait son fils pour l'emmener à l'école. Mais il n'y a pas que des assassinats, et là où on voit encore cette violence institutionnelle, puisque eh bien, il n'y a pas d'enquête, ou très peu, il y a une quasi-impunité, ce qui ouvre la porte à d'autres exactions et à d'autres crimes, d'autres menaces pour ces femmes. Mais il y a aussi quand l'État lui-même va persécuter ses défenseurs, va persécuter ces personnes. C'est le cas, par exemple, de Maxima Acuña. Maxima Acuña est une paysanne qui ne voulait pas quitter sa terre. Elle était menacée d'expulsion par une société minière, Yanacocha, parce que c'est une région où il y a beaucoup d'or et de cuivre. Et la police, parce que la police aussi, travailler de concert avec les employés de la société minière. La police est venue à plusieurs reprises, les a menacés, a frappé les membres de sa famille, a détruit, y compris une partie de sa famille. Des employés de la société sont venus, ont saccagé ses récoltes à plusieurs reprises. Et finalement, parce que cela fait partie justement des attaques qu'ils subissent, elle a été accusée d'occupation illégale d'armes et dû faire face à des accusations qui étaient totalement infondées, mais pour lesquelles la justice a décidé de la poursuivre. Et pendant plus de 4 ans, elle a dû consacrer son énergie, son argent, ses ressources à se défendre d'un fait pour lequel elle était totalement innocente, ce qui d'une part, en même temps, la retirait de ses activités justement pour défendre sa terre. Mais là, c'est une bonne nouvelle puisque nous pouvons l'annoncer. La semaine dernière, la Cour suprême au Pérou a décidé de faire tomber toutes les charges pour insuffisance et donc elle est totalement libre, mais ce fut un combat de longue haleine. Dans le cadre de Milagrosa, qui elle est une syndicaliste donc à Argentine, qui est en détention depuis le mois de janvier 2016, eh bien, on a vu que le premier motif pour lequel elle a été arrêtée, qui était totalement infondé, mis en détention arbitraire, comme il n'était pas tenable, ce qu'on a constaté, c'est que à chaque fois, on lui rajoutait des charges, ce qui fait qu'il était assez difficile de s'y retrouver même dans son dossier. Avec Amnesty, Amnesty, avec d'autres associations, a présenté son cas devant le groupe de travail des Nations Unies sur les arrestations arbitraires, puisqu'elle est en détention préventive, alors que rien n'autorise à la maintenir en détention préventive. Et ce groupe de travail, après des mois d'enquête et d'échanges avec le gouvernement argentin, y compris avec le gouvernement de Jujuy, a demandé à ce qu'elle soit libérée immédiatement, ce qui n'est pas
comment on appelle ça, c'est une injonction en fait, elle doit être libérée immédiatement, mais le gouvernement argentin refuse toujours de donner suite. Et il trouve des prétextes en disant que d'une part, eh bien finalement, la décision du groupe de travail ne s'impose pas, ce qui est faux, et que de toute façon le groupe de travail va enquêter et venir. Alors que le groupe de travail a été très très clair. D'une part, c'est une arrestation arbitraire, d'autre part, on reconnaît que la justice dans cette affaire n'a pas été indépendante et l'aide qu'il propose au gouvernement argentin n'est pas pour enquêter, mais pour mettre en œuvre sa décision. Et on a vu également que la Cour interaméricaine des droits de l'homme, qui a été également saisie, qui dans un premier temps, elle avait décidé de suivre ce qui avait été demandé par justement le groupe de travail, a décidé de se saisir également du dossier pour faire pression sur l'Argentine. Mais dans ce cas, comme dans celui de Máxima Acuña, ce que l'on constate, c'est comment l'appareil d'État, l'appareil de justice va être détourné pour harceler, menacer des personnes qui défendent des droits simplement pour les en empêcher. Et c'est vrai que on peut saluer le courage de ces femmes qui est absolument extraordinaire et qui sont vraiment de très grandes combattantes. Et pour finir, parce qu'elles sont très nombreuses en Amérique latine, ce que je voudrais dire aussi, c'est que depuis les mères de la place de Mai, on a vu comment justement ces mouvements de femmes qui se battent pour les droits, malgré la violence qu'elles ont à subir, et comme je vous le disais, la violence dans la région est très très forte, malgré l'impunité, malgré vraiment tout ce que les États eux-mêmes font contre ces femmes et mettent en œuvre, elles continuent. Et non seulement elles continuent, mais elles sont un modèle et ont très longtemps et continuent, je veux dire, elles ont inspiré et elles continuent d'inspirer les mouvements de femmes ailleurs dans le monde. Parce qu'il y a eu effectivement les mères de la place de Mai qui ont inspiré d'autres mouvements dans d'autres pays où il y a des disparitions forcées. Aujourd'hui, on voit ces mouvements de femmes qui se battent contre la violence. Et je dois me dire que même au niveau d'Amnesty International, si en 2007, nous, on a pris une position par rapport au droit à l'avortement et on a vraiment, après des débats qui ont été assez mouvementés avec les pays les sections dans l'Union européenne qui étaient plutôt contre, après tout, pourquoi un droit? C'est vrai que nous on l'avait, pourquoi on allait se battre pour un droit qu'on avait déjà? Mais ce qui est très intéressant, c'est que au bout de ces discussions, l'Argentine en tête et les autres sections d'Amérique latine ont obtenu qu'Amnesty prenne une position ferme sur les questions, le droit à l'avortement, les droits sexuels et reproductifs comme des droits inhérents aux femmes et indispensables à leur émancipation, à la prise en compte de leur vie. Voilà, donc merci aux femmes d'Amérique latine. Merci.